Avec cette question, le 15 de France va-t-il quitter le Stade de France? C'est le spécialiste de l'événement sportif JL Events qui a été désigné pour entrer en négociation exclusive afin d'exploiter l'ancienne Dionysienne pour les 30 prochaines années. C'est à la fois aussi un revers important pour Vinci Bouygues qui gérait le stade depuis 1995, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle ère, puisque l'équipe de France, depuis 1998, a joué 121 matchs du côté du Stade de France. Et pourtant, cette question se pose désormais. Le 15 de France va-t-il quitter le Stade de France? Pourquoi on se pose cette question ce soir? Et notamment en réponse aux déclarations de Florian Grill cette semaine. On arrive à rassembler 50 000 spectateurs pour France-Japon en novembre, mais on perd de l'argent. Ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. À Lille, Lyon ou Marseille, on aurait gagné de l'argent, avait dit Florian Grill lors d'une assemblée générale. Le choix de l'État d'entrer en négociation exclusive avec le groupement qu'il a classé en tête des propositions relève de sa seule décision. Il y a une question. Est-ce qu'aujourd'hui c'est utopiste de penser que le 15 de France et le Stade de France, c'est une relation qui pourrait se terminer prochainement, Félix Panguero? Alors non, ça l'est pas du tout, et je crois que ça a jamais été une hypothèse aussi plausible qu'aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour une raison simple, tu viens de l'évoquer, c'est ce que Florian Grill a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la réalité, il faut regarder aujourd'hui le nombre de matchs que joue l'équipe de France à domicile par an. Donc en fonction des années, pair ou impair, il y a 2 ou 3 matchs du tournoi. Et puis il y a cette tournée d'automne. Et puis ensuite, dans la relation avec la Ligue, il y a la finale tous les ans du top 14 qui est mise dans la balance également de la négociation. Donc en fait, ça fait quand même peu de matchs où tu es sûr de faire un guichet fermé. Parce qu'en novembre, on l'a vu, il le disait très bien, contre le Japon, c'est une affiche qui fait à peu près 50 000 personnes. Contre l'Argentine, tu remplis au forceps, mais potentiellement, tu remplis pas tous les ans. Et en face, les frais négociés avec le Stade de France ne sont pas variables en fonction de ton influence. Donc, le coût de location est le même, peu importe contre qui tu joues. Et donc, en fonction des revenus que tu vas générer, qui eux sont variables, mais potentiellement tu perds de l'argent. Et aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure dans les news, mais vu la situation financière de la fédération actuellement, la négociation va être extrêmement tendue parce qu'ils peuvent pas se permettre de partir sur une durée longue, parce que là on parle de négociations pour des engagements qui sont longs dans la durée, sans visibilité de revenus garantis. Et pourquoi Florian Grill fait le choix de communiquer de cette façon-là, le choix de l'État d'entrer en négociation exclusive avec le groupement qu'il a classé en tête, je cite, en tête des propositions, je cite, relève de sa seule décision. Est-ce qu'il y a scission entre le choix de l'État et le choix de la fédération? Il met la pression et il a raison. Alors d'abord, j'ai lu dans la presse que potentiellement Florian Grill et la fédération avaient poussé GL Events. Je crois pouvoir dire que c'est totalement faux. La fédération avait plus intérêt à ce qu'il y ait une bagarre entre des acteurs qui servent les intérêts de la fédération in fine dans la négociation. Donc en effet, il renvoie la responsabilité sur l'État en disant que l'État a choisi un acteur qui est GL Events, tu le disais, mais ça met aussi une forme de pression. Oui, parce que c'est pas encore fait. C'est juste des négociations exclusives. C'est-à-dire qu'autour de la table désormais, il n'y a plus que GL Events. Donc on peut estimer que le contrat pourrait se signer avec cette entreprise. Oui, si ce n'est que, encore une fois, la pression, elle est aussi forte sur les épaules de GL Events, qui aujourd'hui doit trouver une issue. Parce que la situation dont on parle, elle est quand même complexe, parce que à l'époque, quand le Stade de France a été créé, il reposait en effet sur des revenus importants qui provenaient des fédérations françaises de foot et de rugby. Pour mémoire, les premiers accords qui avaient été négociés, c'était quasiment 4 millions de coûts de location du Stade de France par match pour chaque fédération. Donc dans la nouvelle renégociation qu'avait menée Pierre Camus, on était descendu quasiment de moitié. Les montants sont aujourd'hui autour de 2 millions d'euros de ce que j'en sais. Mais le Stade de France vivait beaucoup hors événements sportifs, foot, rugby, avec notamment les concerts. Et depuis que l'aréna de Jackie Lorenzetti est arrivée, c'est beaucoup moins vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une structure à côté du Stade de France qui offre beaucoup plus de garanties pour les tourneurs. Ce sont ceux qui valident les concerts en termes de conditions météo notamment et de risques d'assurance, avec une salle qui a une capacité quand même très importante. Aujourd'hui, de ce qu'en disent les spécialistes, des gens qui remplissent le Stade de France, vous en avez plus que 5 ou 6 dans le monde.
Par contre, vous avez une centaine d'artistes qui peuvent remplir une salle de 40 000 personnes comme l'Arena. Et donc l'Arena est venue chambouler aussi l'équilibre économique du L'Arena a Stade pris de la place France. du Parc des Princes que le Parc des Princes avait il y a 15-20 ans encore, quoi. Exactement. Mais donc aujourd'hui, c'est des revenus en moins pour l'exploitant du Stade de France hors événement rugby et foot, qui rend encore plus impératif l'accord à trouver avec ces deux fédérations. Donc voilà, aujourd'hui... Mais attends, si je te suis bien, Philippe, là. C'est-à-dire que si le rugby, la Fédération française de rugby dit à l'État, nous, si à GL Evans, ça ne le fera pas, GL Evans peut être sorti des négociations, il peut y avoir un nouvel appel d'offres? Non, la fédération ne dira pas ça. La fédération n'a pas son mot à dire sur une préférence de qui discute. Ce qui va guider le choix de la fédération, c'est le bon deal. Que ce soit GL Evans qui le propose ou le consortium Bouygues Vinci, peu importe. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Si, ce qu'on peut dire quand même qui intervient un peu dans la discussion, c'est ce que propose France. Parce que là, il y a un peu d'écart de vision entre le foot et le rugby, parce qu'on le répète assez souvent, mais le rugby a une économie qui repose énormément sur la relation publique et sur les hospitalités. Et aujourd'hui, vous avez un Stade de France qui, de ce point de vue-là, est pas du tout efficace par rapport aux grands stades du monde. Pour la bonne et simple raison, c'est que la plupart des grands espaces d'hospitalité du Stade de France, ils sont aveugles. Ils n'ont pas de visibilité sur le stade. Et ça, c'est très contraignant dans la valorisation du produit. Et donc, pour demain satisfaire aux desiderata de la Fédération française de rugby, il faut engager des travaux importants sur tous les espaces hospitalités qui donnent accès en visibilité au stade. Et ça, c'est des montants qui sont très élevés. Je crois que Bouygues s'était engagé à le faire. Oui, Philippe, pour être clair, c'est-à-dire qu'une grande entreprise veut réserver un immense salon réceptif pour inviter plein de clients ou de potentiels clients avec des tables, de la restauration, quelque chose de gigantesque. Ça se passe en fait sous le stade. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité sur le terrain et si vous voulez rester dans cet espace réceptif, vous ne voyez pas le match. Ce qui est quand même particulier au Stade de France. C'est exact. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas y rester pendant le match, que c'est associé à des places de match. Mais en effet, c'est très compliqué. Aujourd'hui, tous les stades sont conçus avec une visibilité sur le stade depuis les espaces réceptifs. On le voit avec le nouveau stade de Bordeaux, avec tous les nouveaux projets qu'il y a eu à Lyon. Et c'est pas le cas du Stade de France. Donc voilà, ça demande des investissements importants. Donc la Fédération française de rugby, elle va avoir plusieurs exigences. Bien sûr, prioritairement, l'exigence du prix. Et deuxièmement, l'exigence des garanties d'exploitation pour être sûr d'avoir un produit d'hospitalité, de relations publiques de qualité. Mais honnêtement, là, ce qu'on vit, c'est assez inédit quand même parce que on sent Florian Grill très ferme sur les positions. Honnêtement, c'est pas du bluff parce qu'il a raison de dire que les calculs, ils sont assez simples à faire. En effet, la deuxième option hors Stade de France, la meilleure, c'est Marseille. Parce que c'est celle qui offre le plus de place. Justement, je voulais y venir, Philippe. Je voulais rappeler quand même la dernière phrase de Florian Grill. Il a dit, je cite, la FFR entend poursuivre les négociations de manière ouverte et envisager les différentes opportunités qui s'offrent à elle, à Paris ou en province, afin que les meilleures conditions soient réunies pour accueillir les matchs du 15 de France masculin. Et je voulais aussi signaler que le projet de base, quand vous portez un projet, il doit y avoir une structure de base. La structure de base de GL Evans pour le Stade de France, c'est la volonté de dynamiser l'enceinte en mettant de nombreux commerces dedans et autour. C'est ça le projet de base de GL Evans, c'est de déjà dynamiser le quartier autour du Stade de France, ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt direct de la Fédération française de rugby. La Fédération française de rugby donc estime qu'il y a toujours des négociations qui doivent être maintenues de manière ouverte. Et cette opportunité rappelée donc par le président que le rugby français peut aller en province. Qu'est-ce que peut apporter la province de plus que le Stade de France, Philippe Spanguero? Des garanties financières. Parce qu'on a vu l'exemple du Japon, mais si on va plus loin, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un coût du Stade de France aux alentours de 2 millions d'euros, la location sèche. Mais à ça, vous avez des contraintes en plus d'organisation, notamment en termes de sécurité, qui sont plus importantes que dans les stades de province. Le coût est plus élevé. Et donc, vous vous retrouvez avec une équation assez simple, qui est de dire, OK, si on va à Marseille, par exemple, on va moins de places, mais au final, si on a 1 million d'euros de frais d'organisation en moins, est-ce qu'on n'y est pas gagnant dans le bilan comptable de l'opération?
Et si on a la possibilité d'aller dans un stade plus petit pour s'assurer justement des recettes sur les matchs qui font moins d'affluence, comme l'exemple du Japon dont on a parlé tout à l'heure, ben là, c'est tout bénef. Je le répète, la problématique de l'engagement du Stade de France, c'est que c'est un engagement pour tous les matchs. Donc, il y a un risque qui va peser sur une partie des matchs, sur les épaules de la fédération en termes de revenus. Et est-ce que tu estimes, quelle est la part de chance que le Stade de France soit toujours la maison du 15 de France sur les prochaines années ? Honnêtement, j'ai pas envie de dire que c'est du 50-50, mais presque. Je suis aussi surpris que vous de le dire, fou quand même. Honnêtement, ça me paraissait invraisemblable jusqu'à il y a pas longtemps. Mais la réalité, elle est celle-là. Et quand tu vois le travail de la Fédé pour rendre ce Stade de France mythique, dans le rugby moderne, moi personnellement, ça me ferait du mal. Après, je comprends les. Ah, mais bien sûr. Mais je pense les conséquences financières et tout ça, Mais la fédération en partirait pas avec plaisir, hein. Loin de là. Hein. Là, aujourd'hui, il y a des enjeux de survie de notre fédération quasiment. Donc, l'équation économique, elle est primordiale. Et le problème, c'est que GL Events, dans son modèle, il a un prix de location minimum. Donc, pour retrouver son modèle économique. Je me demande dans quelle mesure même, et ça c'est que moi qui le dis parce que je sais même pas si c'est possible ou pas, mais dans quelle mesure l'État va pas devoir intervenir aussi dans l'équation pour participer à aider tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si GL est campé sur ses positions, c'est pas forcément la faute de GL. C'est peut-être que si ils vendent pas le Stade de France à ce prix-là, ils ont plus de modèle économique. Mais ce prix-là proposé, peut-être qu'il ne garantit pas à la Fédération française de rugby d'en avoir des revenus. Donc voilà, ce qui est important aussi de dire, c'est que la Fédération française de rugby et de foot se parlent quand même de façon très fluide et sont assez alignés sur la vision. Donc ça renforce la pression et sur l'État et sur l'exploitant qui discute, quoi. Parce que la Fédération de foot n'acceptera pas de payer un prix différent de la Fédération de rugby, et on peut le comprendre, et vice-versa. Et donc le prix qui sera figé, il sera figé pour ces deux fédérations qui, on le répète, sont le socle économique du Stade de France en termes de récurrence. Et ça, c'est quand même un point très intéressant. On vous tiendra au courant parce que je sais que sur Sud Radio, les amoureux de rugby veulent avoir des mises à jour régulières sur ce sujet du Stade de France, et c'est un sujet qui tient aussi à cœur Philippe Manguero et moi personnellement. Donc oui, on vous fera des mises à jour tout au long de l'année sur les négociations autour du Stade de France, parce que c'est un enjeu majeur du rugby français et du sport français tout court. Merci Philippe. D'avoir été avec nous. Dans un instant, la Pro D2. Merci, messieurs. Philippe, mais c'était encore une grande chronique. Bravo. Ah, purée. Oui. Allez, je lui ai coupé l'herbe sous le pied. Voilà. Comme je veux. Ouais. Il est dégoûté parce que normalement il s'amuse à dire le Pro D2 et j'ai dit la Pro D2. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Très belle soirée. Dans un instant, le multiplex.